Par une belle nuit étoilée de 1947 au Nouveau-Mexique, un opérateur radio nommé Osler reçoit un signal étrange et décide d'enquêter. Son chien Rex se met à aboyer furieusement lorsqu'il entend les fréquences. Osler appelle son ami Wally et découvre qu'il capte lui aussi le signal. Wally découvre que les fréquences proviennent de Roswell, au Nouveau-Mexique, et Osler décide de vérifier. Il se rend à Roswell avec Rex et arrive à la source du signal. Alors qu'il regarde le champ vide, Rex s'échappe du camion et se met à courir. Osler le suit et trouve un fossé. En regardant à l'intérieur, il est choqué par ce qu'il voit. En 2003, des chercheurs de l'Axen Resource Study Corps reçoivent le même signal en provenance de l'Antarctique. Ils le transfèrent aux États-Unis, où ils observent une image satellite d'un objet inconnu situé sur la plateforme glaciaire de l'Antarctique. Ils décident de creuser, car le signal provient clairement de l'objet. Pendant ce temps, à l'université de Berkeley, en Californie, le cryptologue Julian Rome donne son cours de langue. Pendant qu'il enseigne, une jeune étudiante sexy de sa classe lui écrit un email pour flirter avec lui. Après le cours, Julian est convoqué par John Bachman, un professeur réputé. Il lui parle d'Alexis, un élément important du programme de génétique de Stanford. Bachman révèle qu'Alexis l'a contacté au sujet des événements survenus en Antarctique. Il mentionne que l'objet trouvé dans la plateforme de glace émet des fréquences étranges et inconnues et donne à Julian un disque pour les observer. Julian étudie les fréquences et découvre qu'elles ne sont pas aléatoires, ce qui signifie qu'il est possible que quelque chose ou quelqu'un essaie de communiquer avec elles. Il fait part de ses découvertes à Bachman et lui dit qu'il pourrait s'agir d'un signal de localisation. Julian demande à Bachman de le laisser aller observer l'objet. Julian part donc pour le pôle sud, en subissant des tribulations extrêmes dans le ciel enneigé de l'Antarctique. Julian se rend au centre de recherche et rencontre une chercheuse nommée Nila, qui l'accueille de manière très amicale. Nila est l'assistante du docteur Michael, l'un des principaux chercheurs du centre. Julian rencontre Alexis, qui l'emmène voir l'objet. Alors qu'il regarde le gros bloc de glace, Julian demande à Alexis ce qu'il pense qu'il contient. Alexis pense qu'il s'agit d'un chalslac incrusté dans un glacier, mais Julian sait que ce n'est pas possible. Alexis suppose que c'est un extraterrestre qui a envoyé l'objet sur Terre et Julian est d'accord avec cette théorie. Lorsqu'Alexis s'en va, Julian touche le bloc de glace et voit toute sa vie défiler devant lui. Il recule sous le choc. Une chercheuse, Kate, s'approche de lui et, au fur et à mesure qu'ils discutent, il devient évident qu'il y a une histoire difficile entre eux. Elle le conduit dans sa chambre et l'avertit de ne pas faire le moindre geste à l'égard de la chercheuse. Julian semble avoir la réputation d'être un peu playboy. Julian commence à faire des cauchemars et se réveille avec Nila à la porte, qui lui demande s'il veut un petit déjeuner. Elle l'emmène ensuite dans la serre, où elle lui montre leurs plantes, toutes génétiquement modifiées pour pousser sur un autre monde. Pendant ce temps, le président des États-Unis et le secrétaire à la Défense parlent de Julian. Il s'avère que Julian a tenté d'obtenir un doctorat en linguistique appliquée à Stanford, mais qu'il a eu des ennuis pour avoir eu une liaison avec une étudiante. Cette étudiante était Kate et il n'a pas pu terminer son doctorat après le scandale. Il a fini par travailler pour SETI, le programme de recherche sur les renseignements extraterrestres, en tant que cryptologue décodeur. Il s'intéresse à lui parce qu'il est la seule personne au pôle sud à comprendre la gravité de ce qui se passe. Julian rejoint toute l'équipe dans la salle à manger pour un repas. Shelley lui demande ce qu'il fait, mais avant qu'il ne puisse répondre, Strab fait une remarque sarcastique sur le fait que Julian passe son temps à écouter les messages des ET. Tout le monde rit, mais Julian se sent mal à l'aise. Il explique ce qu'il fait et Strab lui demande s'il a déjà interprété de vraies communications extraterrestres. Julian répond par la négative et Shelley lui demande s'il croit toujours aux extraterrestres, même s'il ne les a jamais entendus. Julian passe des heures à essayer de déchiffrer les fréquences et de déterminer si elles contiennent un message, mais en vain. Son collègue Grisham fait remarquer qu'il pourrait s'agir d'une sorte de balise. Le président et son assistant apprennent que les fréquences radio enregistrées par Osler en 1947 sont identiques à celles que Julian interprète. Le président demande à voir Bachman car Julian a besoin d'entendre cette nouvelle de la part d'une personne de confiance. Dans la nuit, Abel réveille l'équipage car le bloc de glace est tombé et s'est brisé, révélant l'objet à l'intérieur. Lorsque Kate tente de le toucher, elle est repoussée par un champ électrique qui semble entourer le vaisseau. Julian décode une partie du message, tandis que Strab affirme à qui veut l'entendre que l'objet n'est pas extraterrestre et qu'ils perdent leur temps. Julian est certain que l'objet ne vient pas de la Terre et la plupart des chercheurs se rangent à son avis, tandis que Strab boude. Le groupe décide d'ouvrir le vaisseau, mais Julian s'y oppose. Pendant ce temps, le président informe Bachman des événements top secrets de 1947 et lui dit qu'il devra parler à Julian par radio une fois que la brèche dans la tempête au-dessus du pôle sud sera ouverte. Alors que Julian continue à essayer de décoder le message dans les fréquences, le reste de l'équipage commence à découper le navire. Julian se rend compte que les intervalles de code pourraient être la clé de chaque lettre du message. Il parvient à décoder le message qu'il s'était engagé à ne pas ouvrir, laissant Nila et lui sous le choc.
Il se précipite pour arrêter les autres, mais arrive juste à temps pour voir un membre de l'équipage fondre après avoir ouvert le couvercle. Julian tente de les avertir, mais une explosion les fait tomber. Les membres de l'équipage descendent pour inspecter les dégâts. Ils examinent le vaisseau et découvrent de la matière organique à l'intérieur. Alors qu'ils regardent, la matière s'évapore soudainement, révélant un être extraterrestre à l'intérieur. Nila dit à Julian qu'elle ne se sent pas bien et commence soudain à fondre de l'intérieur. L'équipage se rend compte que l'ouverture du vaisseau a provoqué la propagation d'un agent pathogène extraterrestre. Pendant ce temps, le président contacte les Russes qui ont l'intention d'attaquer l'installation du pôle Sud avec une ogive nucléaire tactique pour empêcher la propagation de l'agent pathogène, qu'ils connaissent déjà car la même chose s'est produite lorsqu'Osler a découvert le vaisseau en 1947. Ensuite, le groupe discute de ce qu'il faut faire en observant l'extraterrestre à l'aide d'une caméra. Strach dit qu'ils ne sont manifestement pas malades puisque les autres sont morts immédiatement, mais les autres chercheurs soulignent qu'ils peuvent simplement avoir une résistance génétique qui ralentit l'effet de l'agent pathogène. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas porteurs. Pendant cette discussion animée, ils ne se rendent pas compte que l'extraterrestre s'est échappé. Julian leur demande de prendre les armes à feu de l'installation. Ils se divisent en groupes pour retrouver l'extraterrestre et éteindre l'énergie supplémentaire afin de pouvoir survivre le plus longtemps possible dans l'installation. Alors qu'ils se promènent dans l'installation, l'extraterrestre les observe. Julian parvient à trouver l'extraterrestre et le rassure en lui disant qu'il ne lui fera pas de mal. L'extraterrestre se tient devant Julian et pose ses griffes sur sa tête. Les deux se connectent et Julian commence à voir les souvenirs de l'extraterrestre. Un membre de l'équipage les découvre et, sur l'insistance de Straub, tire sur l'extraterrestre. Julian tente de l'arrêter, mais en vain. Le membre de l'équipage dit qu'il a tiré sur l'extraterrestre parce qu'il pensait qu'il tuerait Julian, mais Julian explique que l'extraterrestre se sentait en sécurité et amical jusqu'à ce qu'il ouvre le feu. Straub insiste alors pour partir. Julian s'y oppose car ils doivent être sûrs d'être ou non porteurs de l'agent pathogène. Bachmann parle à Julian et ce dernier lui demande s'il le contacte au sujet de l'extraterrestre. Bachmann s'enquiert du nombre de personnes tuées et Julian admet que 2 ont été tués par accident et 4 par infection. Il mentionne que les 7 membres d'équipage restants semblent avoir une résistance au virus. Bachmann lui demande si la zone à l'extérieur du centre a été compromise et il répond que personne n'en est sorti. Bachmann explique que le vaisseau qu'ils ont trouvé est une capsule de sauvetage et qu'un vaisseau similaire a atterri sur Terre en 1947. Explique que les extraterrestres sont immunisés contre l'agent pathogène qu'ils transportent, mais pas les humains. Cependant, la nuit où le vaisseau spatial a atterri sur Terre en 1947, les extraterrestres ont clairement indiqué qu'ils voulaient se lier d'amitié avec les humains. Bachmann demande à Julian si l'extraterrestre est toujours vivant, mais il répond qu'il a été tué. Un cadre décide que la seule façon de faire face à la situation est de stériliser les extraterrestres à l'aide de bombes atomiques. Bachmann est chargé de mentir au groupe, en leur assurant que de l'aide est en route. Il mentionne l'arrivée d'un sous-marin russe et Julian se rend compte qu'ils ne viendront pas les secourir. Après avoir entendu qu'ils allaient mourir, Straub commence à paniquer, insistant sur le fait qu'ils ne devraient pas rester ici. Il dit que puisqu'ils ne sont pas encore morts, ils ont peut-être une résistance à l'infection. Julian lui répond que le fait qu'il ne soit pas mort ne signifie pas qu'il n'est pas porteur de l'infection. Shelly propose de faire des analyses de sang à tout le monde. Les Russes préparent leurs missiles pour frapper le centre de recherche. Les analyses de sang révèlent des cellules saines pour tout le monde, mais Shelly laisse entendre que l'agent pathogène pourrait être caché dans les protéines. Pendant que le groupe attend les missiles, Straub et le membre d'équipage prévoient de s'échapper du centre par un autre chemin. Kate et Julian se réconfortent l'un l'autre et entendent un bruit soudain. Straub et le membre d'équipage poignardent Grisham pour tenter de récupérer l'arme. Le membre d'équipage s'empare de l'arme et commence à tirer sur tout le monde, touchant Alexis à l'épaule. Grisham est tué par Straub avec une fourchette et lorsque Julie y tente d'arrêter Straub, celui-ci tire sur Kate à l'épaule. Straub et le membre de l'équipe tentent de s'échapper du système d'irrigation et Julian les suit. Alors que Straub et le membre d'équipage traversent les champs de maïs, l'infection qui les affecte commence à tuer les plantes. Le membre d'équipage se rend compte qu'il va infecter d'autres personnes et décide de ne pas rejoindre Straub. Straub finit par tirer sur le membre d'équipage et s'enfuit tandis que Julian le suit. Julian parvient à rattraper Straub en le suivant dans un tunnel étroit. Ils finissent par arriver à l'extérieur où ils voient un grand vaisseau spatial extraterrestre planer au-dessus d'eux. Julian avertit Straub de ne pas bouger, mais Straub panique et commence à s'évaporer sous la poussée du vaisseau. Julian a une vision de l'espace et comprend enfin ce que veulent les extraterrestres. Il va chercher Shelly, Alexis et Kate et les emmène sur le toit. Julian leur dit de respirer lentement et de s'approcher du vaisseau spatial. Julian voit 2 extraterrestres et leur révèle que le vaisseau est là pour les sauver. L'un après l'autre, ils entrent dans la lumière qui les conduit à l'intérieur du vaisseau. Kate est hésitante, mais Julian lui promet qu'il restera à ses côtés. Kate et Julian entrent dans le vaisseau spatial. Alors que le vaisseau s'envole, le centre de recherche est frappé par des missiles et détruit par une explosion nucléaire.
Alors que le journal télévisé énumère les noms de toutes les personnes décédées, le vaisseau spatial s'envole dans l'espace, offrant aux 4 survivants une nouvelle chance de vivre. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.